Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir. L'Europe face à Donald Trump. Les dirigeants de l'Union sont réunis à Budapest sur les terres du populiste hongrois Viktor Orban. Les répercussions du scrutin américain s'annoncent brutales pour les 27. Alors sont-ils capables de s'unir pour y faire face? C'est notre grand débat dans un instant avec mes invités. Notre invitée franc-parler ce soir, à 14 ans, presque 15, elle raconte avec ses parents l'enfer du harcèlement scolaire dans un livre. Noémie est en vie chez Robert Laffont. Nous la recevrons avec son père, Gérard, et Noémie Egenès seront avec nous en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Enfin, la question qui fâche ce soir, Bruno Le Maire est-il le bouc émissaire des déficits publics? L'ancien patron de Bercy s'est défendu aujourd'hui au Sénat. On en parlera avec nos chroniqueuses à la toute fin de cette émission. Voilà donc pour le sommaire. Ça vous regarde, installez-vous. C'est parti. L'ombre de Donald Trump a plané toute la journée sur Budapest, où se réunissaient les chefs d'État européens. Aujourd'hui, l'Union, plus que jamais, mise au défi de son unité et face à des enjeux existentiels, et oui, existentiels, sur l'Ukraine, sur sa sécurité européenne et sur la guerre commerciale que va lui livrer le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Alors, comment éviter le chacun pour soi? Bonsoir Chloé Ridel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée socialiste et porte-parole du groupe PS au niveau du pays, au niveau national. Bonsoir Valérie Ayé. Et bienvenue, vous êtes à distance avec nous ce soir, eurodéputée Renaissance et présidente du groupe Renew à Bruxelles, qui rassemble, je le rappelle, les eurodéputés macronistes français, mais aussi les centristes des autres pays européens. Bonsoir Pascal Johannin. Bonsoir Myriam. Bienvenue, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et bonsoir Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Ravi que vous soyez avec nous ce soir. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes spécialiste des questions européennes. Un débat qui s'ouvre, comme chaque soir, par le récap signé ce soir par Thibaut Enoch, qu'on accueille tout de suite. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Myriam. 42 chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis à Budapest pour 2 jours en Hongrie, au lendemain de la victoire de Donald Trump. Oui, réunis où? Eh bien, regardez, dans un stade de football, cadre inédit pour un rendez-vous européen et dans un moment aussi crucial, une fantaisie que l'on doit à l'hôte de ce sommet, le leader populiste hongrois Viktor Orban. Le trublion de l'Union, l'homme du blocage de l'aide à l'Ukraine et allié de Trump en Europe, choisit, ironie de l'histoire, pour accueillir cette rencontre. Qu'importe, l'Europe est résiliente, c'est en tout cas ce que veulent croire les dirigeants européens. Pour réagir à l'élection de Trump, ils ont une réponse, l'unité. Le futur de l'Europe est entre nos mains. Restons ensemble pour faire face aux défis. Une chose est certaine, l'Union européenne est forte quand nous sommes unis. Nous devons être davantage maîtres de notre destin. Et si c'était le moment de vérité, l'Europe unie face aux défis commerciaux et militaires, une Europe qui va peut-être devoir faire face seule au sauvetage de l'Ukraine, mais le peut-elle et le fera-t-elle? Officiellement, oui, bien sûr, lors de ce sommet, Volodymyr Zelensky a eu le droit à des accolades, à des messages de soutien et à des discours de réassurance. Nous sommes totalement engagés. Si nous abandonnions l'Ukraine, quel serait le message, pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour Poutine ? Si nous abandonnions l'Ukraine, cela semble inimaginable et pourtant la tentation risque d'être grande. En témoigne l'inquiétude de nombreux spécialistes. Prenez l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt. Voyez ce qu'il dit: ma crainte est qu'individuellement les pays de l'UE essayent d'avoir une bonne relation avec Trump, que ce soit pour éviter des droits de douane ou pour la défense. Cela pourrait finir par une désintégration de l'Union européenne. Un enjeu dont les représentants européens sont conscients et qui a été dramatisé par Emmanuel Macron. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Et donc, pour moi, ce moment, c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps.
Défendre les intérêts nationaux et européens en même temps. Ce fameux « en même temps » d'Emmanuel Macron résistera-t-il à l'épreuve de la réalité? Si la question se pose, c'est que la pression n'a jamais été aussi forte. Le camp populiste en Europe est l'autre grand vainqueur de ces élections américaines. Il pourra compter sur un axe fort autour de Viktor Orban et de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, tous deux boostés par la victoire de Donald Trump. En face, l'axe historique, l'axe franco-allemand, paraît lui affaibli, miné par l'instabilité politique dans les deux pays. En cas de victoire de Donald Trump, Viktor Orban avait prévenu qu'il comptait sabrer le champagne. Alors on verra s'il le fait ce soir lors du dîner de gala. En tout cas pour les Européens, cette cuvée est celle de tous les dangers. Merci. Merci beaucoup Thibaut Hennock. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est dans les crises que l'Europe est capable des plus grands sursauts, sauf que là on a l'impression que les défis sont tellement lourds et que les divisions elles sont tellement fortes bien qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Dans quoi est-on entré, Chloé Ridel, depuis le retour fracassant de Donald Trump? Moi j'espère qu'en Europe on est rentré dans une forme de sursaut, de réaction saine face à l'élection de Donald Trump qui nous posera plusieurs problèmes en matière de défense, en matière de régulation des réseaux sociaux aussi, puisque un des principaux alliés de Donald Trump, c'est Elon Musk, le patron de X, qui fait l'objet d'une enquête de la Commission européenne parce qu'il n'applique pas la loi européenne pour modérer les contenus, la haine en ligne. Si on décide demain de sanctionner ce monsieur, et on doit le faire, parce que si on tire la leçon de l'élection américaine, on voit bien qu'il faut lutter contre les fake news et que les réseaux sociaux, ils amènent la polarisation de la société aussi. Il va falloir tenir tête à Trump sur ce sujet. Et puis il y a le gros sujet de la guerre commerciale. On va y venir dans le détail. Mais vous diriez que la guerre commerciale avec le retour, la hausse l'Europe n'est pas déjà trop faible? C'est gagnable? Et bien sûr que l'Europe a longtemps été beaucoup trop faible vis-à-vis des États-Unis. Et aujourd'hui, M. Orban, qui préside le sommet européen, n'entend pas du tout remettre en cause cette faiblesse, puisqu'il est l'allié de M. Orban, il est le premier chef d'État que Trump a appelé. Et ces gens qui se disent patriotes, nationalistes ou que sais-je, en réalité trahissent. Donc les temps sont durs. Il faut se préparer peut-être à une crise profonde. L'essentiel, ça va être ce que dit Guy Verhofstadt, là vous montrez, est très juste. C'est-à-dire que le risque, c'est que chacun aille négocier avec Trump son petit avantage comparatif de peur de subir des grandes pertes. Et donc il faut absolument éviter ça et maintenir notre unité. Alors comment on fait? Est-ce qu'Emmanuel Macron, Valérie Hayé, est l'homme de la situation? Il a dit à Budapest qu'il fallait alerter contre les carnivores qui viendraient nous dévorer, je le cite. Il croit possible cette Europe puissance encore à bâtir, mais avec qui? Qui sont vraiment nos alliés pour résister à Trump aujourd'hui? En fait, la situation qu'on connaît aujourd'hui, elle n'est qu'une phase accélérée d'un constat qu'on faisait déjà, à savoir qu'on a trop longtemps été naïfs dans notre rapport à la Chine, dans notre rapport à la Russie, dans notre rapport aussi aux États-Unis, y compris sous l'ère des démocrates. Et évidemment, la réélection de Trump, moi j'aurais utilisé le même terme que Claudie Ridel, ça nous oblige à entrer dans une nouvelle ère, et celle, je l'espère, du sursaut. On n'a pas d'autre choix que d'être efficace, les plus réactifs possibles, pour mettre en œuvre les propositions qu'on a déjà sur la table. On sait depuis des années, d'ailleurs c'est poussé largement par la France, mais pas que, qu'il nous faut avancer sur l'Europe de la défense. On sait depuis des années, et ça a été renforcé par le rapport Draghi, qu'on a un énorme problème de compétitivité vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine. On subit des attaques commerciales de la part des États-Unis, de la Chine, depuis des années aujourd'hui également. Il faut qu'on accélère. On a aussi un souci, un sujet sur la voie de l'Europe dans le monde, donc il faut qu'on soit unis, déterminés. Le moment, Les objectifs, ils sont connus, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron les a fixés bien avant la victoire de Donald Trump. La question, c'est l'unité. Il y a deux Europes aujourd'hui. Regardez ce qu'a tweeté Matteo Salvini. Il veut « Make West Great Again », où l'on voit le président américain, Viktor Orban, Marine Le Pen, Geert Wilders aux Pays-Bas, tous ensemble. On voit une fracture, il y a deux Europes. Est-ce que vous croyez vraiment que ce sursaut est possible avec autant de divisions? Un camp pro-Trump et pro-Poutine, très clairement, et la démocratie de l'autre. On voit bien effectivement que l'élection de Trump donne des ailes à tous ses alliés en Europe, ceux qui sont déjà en responsabilité, c'est le cas d'Orban, et ceux qui prétendent accéder au pouvoir demain. Il faut qu'on accélère avec tous les pro-européens au Parlement européen et entre les chefs d'État et de gouvernement. Effectivement, on est dans une situation difficile.
Vous avez rappelé la situation politique en France, la situation politique en Allemagne. Moi, ce que je veux croire quand même, c'est qu'on aura ce sursaut. Il y a un réel cheval de Troie aujourd'hui, c'est Viktor Orban, qui évidemment fera le jeu de Donald Trump, mais je veux croire que les 26 autres seront unis. Peut-être que pour cette touche d'optimisme, peut-être qu'on peut se reporter à 2022, par exemple. Guerre en Ukraine, agression de la Russie en Ukraine. Je pense que Vladimir Poutine avait misé sur la division des Européens. On a fait la démonstration qu'on avait réussi à rester unis et je crois que dans un moment de crise comme celui-là, il faut que l'ensemble des responsables et de nos dirigeants européens soient lucides sur la nécessité d'avancer le plus vite possible. Je voulais entendre les élus que vous êtes, les eurodéputés, pour voir un petit peu si vous étiez d'accord. Le diagnostic, il est partagé entre la gauche européenne et le centre européen. C'est déjà ça. On peut même imaginer qu'une partie du PPE est d'accord. On va entrer dans le détail des dossiers. Patrick Martin-Genier, l'Ukraine. Très clairement, il faudrait que les 27 soient capables d'assumer seuls l'aide militaire à Kiev, pour assurer seul à terme sa propre sécurité sans l'OTAN. Ça semble extrêmement difficile. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Écoutez, moi je pense que l'Union européenne a été très forte également sur ce défi, la guerre en Ukraine, mais ça a été essentiellement une aide financière, une aide à la reconstruction. Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est rendue là-bas et désormais l'Ukraine est candidate officielle à l'entrée dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que ça se fera tout de suite. Oui, mais l'aide américaine en milliards, en dizaines de milliards, elle vient des États-Unis. C'est incontournable. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et dans ces cas-là, l'Allemagne, si Trump se retire. La France envoie quelques équipements, mais bien évidemment qu'on ne fait pas le poids vis-à-vis des États-Unis pour l'aide militaire. C'est évident. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe va regarder une paix signée entre Poutine et Trump et que les Ukrainiens peuvent dire au revoir à un tiers de leur territoire ? Il y a de fortes chances que tout cela échappe à l'Europe, car nous n'avons pas l'Europe de la défense, nous ne sommes même pas une puissance politique. Il y a des divisions sur ce point. Vous parliez d'Orban qui est le ver dans le fruit. Ce soir, il dit quand même depuis Budapest qu'il faut rester unis. Oui, il faut rester unis, mais ça veut dire quoi rester unis ? Maintenant, si Donald Trump fait un deal avec Vladimir Poutine, même Volodymyr Zelensky, finalement, sera peut-être obligé de le faire, même si on a toujours dit officiellement que rien ne se ferait sur l'Ukraine. En réalité, aujourd'hui, Donald Trump a été élu avec une telle puissance, avec une telle, j'allais dire, un tel succès, un tel séisme politique, qu'en réalité, il est capable effectivement de faire tout et son contraire. Sauf qu'on a dit qu'il laisserait tomber l'Ukraine. Attention, on ne sait pas ce que va faire. Il a dit qu'il réglerait en 24 heures très rapidement le conflit. Je remarquerai que Volodymyr Zelensky a envoyé un texto de félicitations, un Twitter de félicitations à Donald Trump. Il dit aussi ce soir, Volodymyr Zelensky, depuis Budapest, que des concessions à Poutine sur l'Ukraine seraient inacceptables. Oui, bien sûr. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas que aux États-Unis, il y a aussi dans les chancelleries occidentales. Regardez, le chancelier allemand pense lui-même qu'un jour, il faudra faire des concessions. Donc d'ores et déjà, le nouveau président élu sait qu'il aura des alliés éventuellement pour une négociation, même territoriale en Ukraine. Sur l'Ukraine, Pascal Johannin, vous êtes plutôt pessimiste comme Patrick Martin-Genier. Au fond, il faudrait quand même que les 27 soient tous d'accord pour prendre le relais des États-Unis pour aider Kiev. Je crois que c'est pas le cas du tout aujourd'hui. Il y a Orban seulement. Il ne faut pas extrapoler. Il y a qu'Orban qui est contre l'aide militaire. Il y a le Slovaque aussi. Oui, comme l'a dit Valérie Hayé et Chloé Ridel, il y a eu une unité le 24 février 2022 qui n'était pas immédiate. Et ça a fait plutôt plaisir parce qu'on pensait en effet qu'il allait y avoir des divisions. Là, je crois qu'il faut... le pire n'est jamais sûr. C'est-à-dire qu'en effet, Donald Trump, d'abord, il n'est pas là avant le 20 janvier. Et d'ici le 20 janvier, on aura procédé à la réforme de toutes nos institutions, puisque le Parlement a été élu au mois de juin, et on est en train, les députés le savent bien, d'auditionner les commissaires pour que la Commission puisse entrer en application. Il y aura un nouveau président du Conseil européen, qui rentrera aussi en fonction le 1er décembre. Donc si on veut vraiment afficher un message d'unité, il y a une occasion de le faire. C'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une réunion de 44 pays qui étaient tous les pays de l'Union européenne et 20 autres membres. Il y a un Conseil européen le 19 et 20 décembre. Officiel, celui-là, pas informel comme demain. C'est-à-dire où il va y avoir là la possibilité, c'est le seul, entre le maintenant et le 20 janvier, avec les institutions renouvelées, le nouveau président du Conseil européen, etc. Donc, c'est le moment
où l'Union européenne peut afficher un message. Mais dire quoi? Dire on est tous ensemble pour l'Ukraine ou dire on va faire une économie de guerre pour pouvoir assurer sa sécurité? C'est pas pareil. Myriam, il faut faire la part des choses. Si les États-Unis décident de se retirer militairement d'Ukraine, mais attention, il y a quand même une industrie militaro-industrielle proche de Trump qui a des intérêts à avoir en effet un marché. Si ce marché est coupé, ça va leur faire quand même un manque à gagner. Il y a des avions de chasse américains, par exemple, qui sont livrés aux Ukrainiens. Est-ce qu'ils vont le couper tout de suite? Voilà. Achetés par les Européens. Nous sommes pas en mesure, aujourd'hui, nous, Européens, avec nos petits bras qui sont en train de se réarmer, mais à petite dose, de pouvoir en effet compenser une aide américaine militaire qui serait coupée complètement. Donc tout le monde se tient, plus ou moins. C'est le studio du pire. Deuxième chose, Poutine, c'est quand même... Alors, il n'a rien dit aujourd'hui, mais il doit se frotter de joie de l'élection de Trump. Mais est-ce que Trump a intérêt à afficher un message vis-à-vis de la Russie qui, de toutes les façons, abhorre le modèle occidental? Et l'expression du modèle occidental immédiat, c'est le modèle européen, mais il abhorre le modèle américain. Et c'est l'ennemi de toujours. Oui. Et ce que voudrait Poutine, en effet, et est-ce que Trump va lui faire ce cadeau-là, c'est est-ce que je suis reconsidéré comme un grand, alors que j'étais un peu déclassée, le grand c'était la Chine et plus la Russie. Et donc est-ce que je vais avoir dans ce combat-là, est-ce que Trump va lui offrir cette faveur? Je ne suis pas sûre qu'à Washington, on a quand même donc il faut attendre en mémoire. L'investiture le 20 janvier et pas forcément prendre au pied de la lettre ce qu'a dit le candidat Trump. On a un président élu. On avance sur la guerre commerciale. Ça fait très très longtemps qu'il a annoncé la couleur, Donald Trump. Il va y avoir une vraie guerre commerciale jusqu'à 100% pour la Chine, 20% pour les produits européens. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit œil pour œil, dent pour dent? On annonce la couleur à 27 et là peut-être qu'il y a davantage de pays qui seraient d'accord pour faire du protectionnisme ou alors les Allemands feront toujours bande à part parce qu'ils vendent leurs voitures, leur BMW, leur Mercedes. Moi je vous remercie d'insister sur ce point parce que je pense que c'est la menace principale pour l'Europe. C'est la hausse des tarifs douaniers américains sur les produits d'exportation européenne. Par exemple, nous, on serait touchés sur la filière viticole. Le vin qu'on exporte aux États-Unis. Le champagne. Et c'est aussi par, enchaînement, le fait que les droits de douane sur les produits chinois et la guerre commerciale avec la Chine sera telle que du coup, les marchandises chinoises vont se déverser encore plus vers le marché européen puisque le marché américain leur sera fermé. Et donc, si on ne rétablit pas la protection commerciale et des droits de douane à la hauteur, on va voir des filières industrielles entièrement décimées sur notre continent. Donc moi, je sonne l'alarme parce que si on est sérieux dans les leçons qu'on veut tirer de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, où on a vu notamment une Amérique rurale versus une Amérique des villes et des Américains précarisés, même si c'est plus complexe que ça, parce que Trump a aussi été porté par une machine médiatique, des fake news et compagnie. Mais bon, quand même, au cœur du vote Trump, il y a ce malaise rural et ce désir d'avoir accès à de bons emplois. Il faut absolument qu'on maintienne nos emplois et notre industrie en Europe. Et moi, je n'ai pas grande confiance à ce stade dans la capacité du Parlement européen, telle que la majorité. Parce qu'il y a trop de populistes, c'est ça? Non, parce qu'il y a trop de libéraux. Parce qu'il y a trop de libéraux. Donc c'est le PPE qui serait responsable de ne pas voter. Mais aussi le groupe Renew. On va lui demander C'est-à-dire que sont-ils prêts à réellement protéger notre industrie? Je rappelle qu'il n'y a pas plus tard que 2 semaines, M. Orban s'est opposé à la hausse des tarifs douaniers européens sur les véhicules électriques chinois. Et ces tarifs douaniers sont de 30% uniquement. Alors Valérie Ayé, elle est pour vous la question. Êtes-vous prête à protéger véritablement l'économie européenne? Europe first. Merci Madame Bridel, parce que vous me donnez l'occasion d'expliquer tout ce qu'on a fait sur le mandat qui vient de se terminer, qui visait justement à être moins naïf dans la mondialisation. Personne n'a intérêt à une guerre commerciale. Personne. Vous l'avez dit, ni nos consommateurs, ni nos producteurs. On a toujours été les tenants du multilatéralisme, mais en même temps, on a été trop naïfs. On a pensé que le commerce international allait régler toutes les affaires du monde et que nos partenaires respecteraient les règles du jeu du commerce mondial. Or, ça n'est pas le cas. Et en fait, sur le précédent mandat, on a négocié toute une série d'outils
évidemment, la possibilité de mettre en œuvre des tarifs douaniers. On l'a fait, et Ursula von der Leyen l'a fait sur les véhicules électriques chinois après avoir mis en place une enquête. On a mis en place un outil de filtrage des investissements étrangers, un outil qui oblige à la réciprocité dans l'accès au marché public, parce qu'en fait, par exemple, on laissait les entreprises chinoises accéder à nos marchés publics, mais on n'avait pas la Alors, je me permets de relayer une question de Chloé Ridel en plateau. Pardonnez-moi, vous êtes à distance, c'est pas forcément évident. Des outils, mais est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on met ces barrières douanières sur les produits importés américains? Mais j'allais y venir. Ces outils, on les a créés. Maintenant, l'enjeu de la future Commission européenne, c'est de les mettre en place. Et je le redis, ces 35% de tarifs douaniers sur les voitures électriques chinoises, on les a soutenus. Et moi, je pense que peut-être il va falloir aller plus loin par ailleurs. Donc oui, le protectionnisme, c'est un gros mot chez nous. L'enjeu, c'est véritablement de ne pas être naïf dans le jeu mondial et sans entrer dans une guerre commerciale, de créer les conditions du rapport de force pour ne pas se faire écraser et écraser nos entreprises et nos producteurs dans la concurrence mondiale. Donc évidemment, on devra être offensif, mais c'est vrai que, et là je suis d'accord avec Chloé Ridel, il y a encore un certain dogmatisme sur les questions commerciales, mais ce dogmatisme, il est en train de tomber. On a vu qu'il a commencé à tomber à la faveur de la crise sanitaire, à la faveur de la guerre en Ukraine, et véritablement, les positionnements changent aussi sur ces questions-là. Donc, et moi, je voudrais aussi dire, pour revenir et remettre un petit peu de perspective par rapport à l'élection de Donald Trump, évidemment, c'est un choc et ça va avoir une incidence majeure sur le cours du monde. Mais simplement, pour relativiser aussi un petit peu, Donald Trump, sur son premier mandat, avait déjà mis en place des tarifs douaniers, avait déjà été offensif. Est-ce que Biden avait retiré les tarifs douaniers? Non. Donc en fait, les États-Unis étaient déjà engagés dans une... Donc il y a une continuité sur cette offensive de la politique Biden, commerciale. Exactement. Ça va s'accélérer avec Trump, mais l'IRA américain qui a été mis en place sous Biden en 2022, c'est 370 milliards d'euros pour attirer, et d'ailleurs ça a tellement bien marché qu'ils ont dépassé les 1 000 milliards d'euros pour attirer des industries vertes sur leur territoire. Ça c'est très important. Ils sont venus les chercher chez nous, les industries aussi. Justement, il y a la question des barrières douanières et il y a la question de la politique industrielle de nos usines. Il y a énormément de patrons déjà qui commencent à se dire « on va là-bas ». Les aides sont trop intéressantes et il va y avoir un flux énorme. Comment on fait pour stopper ça? Une bonne partie de ces aides, notamment aux industries vertes. Oui, vous savez, Trump, j'étais aux États-Unis là cette semaine avant l'élection. Il a une véritable obsession, c'est la concurrence européenne. J'ai écouté son discours. Il a cité Angela Merkel, qui n'est plus chancelière, mais enfin, c'était son obsession. Il a cité Mercedes, il a cité BMW, et il a une véritable obsession. Il veut absolument protéger son industrie. Et donc, la guerre commerciale, elle va être terrible. Elle va être là. Et rappelez-vous cet épisode lorsque Donald Trump était venu à Paris en disant, eh bien, tu veux mettre des taxes sur mes produits, eh bien, moi, tu vas voir, je vais augmenter sur le champagne de 20%, 40%. Et là, Emmanuel Macron a été obligé de reculer, de renoncer. En d'autres termes, cette guerre commerciale, si elle doit avoir lieu, ce sera du perdant-perdant. Mais Donald Trump n'est pas un homme d'État, c'est un businessman. C'est quelqu'un qui a toujours fait des affaires, il veut toujours gagner. Et donc, par conséquent, ça va être extrêmement terrible. Je ne suis pas certain que nous ayons la possibilité politique de nous y opposer lorsqu'on voit qu'effectivement la moitié de l'Europe, finalement presque, est pro-Trump. Eh bien, beaucoup vont se précipiter à Washington, probablement pour négocier quelques avantages. Ça, c'est le risque. On va parler de l'Allemagne dans un instant, parce que le couple franco-allemand, il est affaibli des deux côtés, et c'est assez inédit. Mais avant ça, il faut parler d'une seule voix si on veut faire du protectionnisme. Les Allemands, ils ne veulent pas. Les Allemands, ils veulent vendre leurs voitures. Oui, alors ils veulent vendre leur voiture, mais regardez ce qui leur arrive aujourd'hui. Ils ont une économie qui est complètement en charpie parce qu'ils n'ont pas suffisamment ouvert les yeux et qu'ils ont été trop dépendants vis-à-vis de la Russie sur les hydrocarbures et de la Chine. Et quand la Chine tousse, parce que le marché, la croissance tousse, l'économie allemande est en récession et plonge un petit peu avec, en effet, dernier échelon de cette crise économique, la crise politique qui on va en parler dans un instant. Mais si vous voulez, sur la défense, autant il n'y a pas de compétences européennes, sur le commerce, il y en a une. Il y a rarement dans le panier commun des compétences
purement européenne. Sur le commerce, il y a un il y commissaire. a les outils et il y a les méthodes où on peut avoir une position commune. Je rappelle qu'on parle de la Chine, des États-Unis, ce sont des États. Nous, on n'est pas un État, il y en a 27. On a mis dans le pot commun volontairement quelques compétences. Il y en a une, c'est la concurrence, et l'autre, c'est le commerce. Et l'unanimité des 27, c'est possible Il y là-dessus? a la volonté politique. Allez. La volonté politique est déterminante. Alors, Olaf Scholz n'était pas présent à ce sommet de Budapest, chaise vide. Sa coalition a implosé. Explication, Hélène Bonduel. Il l'a fait exploser. Olaf Scholz, applaudi par ses troupes du SPD, le Parti social-démocrate allemand. Quelques instants plus tôt, le chancelier allemand limogeait son ministre des Finances, le chef du Parti libéral, Christian Lindner. Trop souvent, il a rompu ma confiance. Il a même annulé unilatéralement l'accord sur le budget, alors que nous nous étions déjà mis d'accord lors de longues négociations. Une décision qui fait immédiatement éclater la coalition allemande, signée en novembre 2021. Car dans la foulée, la plupart des ministres issus du FPD démissionnent. Olaf Scholz n'est plus intéressé par un accord viable pour tous, mais par une rupture calculée avec cette coalition. Il entraîne l'Allemagne dans une phase d'incertitude. Après des semaines de vacillements, de crise industrielle et économique, l'Allemagne plonge dans une crise politique. Les oppositions pressent le chancelier d'organiser des élections anticipées. Le président appelle à la raison. L'heure n'est pas à la tactique et aux escarmouches. C'est le temps de la raison et de la responsabilité. Notre pays a besoin de majorités stables et d'un gouvernement capable d'agir. La première puissance européenne implose au moment où le continent doit s'armer et faire face à une nouvelle ère américaine. Chloé Ridel, ça ne pouvait pas plus mal tomber? Oui, ça tombe très mal, effectivement, parce que là, on est parti pour 3 mois, vraisemblablement, de campagne avant les élections anticipées allemandes. Et on sait très bien qu'après une élection allemande, c'est des mois et des mois encore pour arriver à former une coalition. Alors, tout ce que vous venez de dire sur le sursaut, sur la volonté, sur la détermination, ça n'est que du sable. Il va falloir attendre 3 mois clairement, avant d'avoir ça ne se fera pas tout seul. Il y aura des obstacles sur notre chemin, notamment les élections allemandes. C'est vrai que ça n'est pas un bon moment, même si cette coalition avait des difficultés. On peut quand même parler d'une seule voix d'ici le 20 décembre. Mais sur la question de l'Allemagne, elle traverse une crise de modèle, l'Allemagne. C'est Volkswagen qui a annoncé des dizaines de milliers d'emplois supprimés parce qu'il y a eu cette naïveté vis-à-vis de la Chine, où on a investi massivement, à la fois l'industrie chimique et automobile en Chine. Maintenant, les Chinois ont récupéré la technologie, savent produire des voitures tout aussi belles et performantes que celles des Allemands, et nous les réexportent. Et donc, ça détruit des emplois en Allemagne. Donc, cette crise de modèle que l'Allemagne traverse peut produire le pire, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite en Allemagne, qui a déjà considérablement augmenté aux dernières élections, mais peut aussi créer un sursaut en Allemagne. Et il n'y aura pas de sursaut européen s'il n'y a pas de sursaut en Allemagne. D'accord avec ça, Valérie Ayé, c'est très intéressant. Le sursaut de l'Europe passera d'abord par le sursaut de l'Allemagne? Bon, d'abord, effectivement, en Allemagne, il y a une instabilité politique et structurelle. Structurelle parce qu'ils se sont mis dans les mains, ça a été dit, de la Russie pour les hydrocarbures, de la Chine pour le volet commercial et des États-Unis sur le volet de la défense. Et instabilité politique. En fait, cette coalition, on sait depuis 3 ans qu'elle existe, qu'elle est très difficile. Aujourd'hui, c'est une forme de clarification parce que ça fonctionnait très très mal. Le moment est probablement le pire qui soit, effectivement, parce qu'on a besoin que l'Allemagne soit forte. Moi, le constat que je fais aussi, c'est que Olaf Scholz a été très faible en tant que chancelier dans cette coalition. Elle est effectivement très difficile à piloter. Et M. Lindner est aussi probablement très difficile. Il est dans ma famille politique, mais je le dis, je pense que c'est très difficile de travailler avec lui. Néanmoins, Scholz avait l'opportunité de se dire, je vais me détacher des contingences nationales en embrassant complètement le volet européen. Or, il ne l'a pas fait. Et moi, ce qui m'inquiète, effectivement, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais quand on compare l'ère Scholz et l'ère Merkel, Scholz a été beaucoup plus conservateur que ne l'était Angela Merkel. Alors qu'il est socialiste, il faut le rappeler. Mais social-démocrate. Oui, Angela Merkel, sur les questions migratoires,
a ouvert la voie aux demandeurs d'asile, Olaf Scholz qui referme les frontières, remet des contrôles aux frontières avec Schengen. Sur la question budgétaire, Angela Merkel lève le tabou absolu de l'endettement commun. Et en fait, Scholz a été sur beaucoup de positions pas très pro-européen, assez peu engagé, et il n'a pas saisi l'opportunité de... Vous n'allez pas le regretter, on a bien compris, Valérie Ayé. Non, mais en tout état de cas de cause, effectivement, on a un intérêt européen à ce que la situation en Allemagne soit stabilisée, sécurisée la plus vite possible. Ensuite, on parle beaucoup du couple franco-allemand. Il est assez idéalisé du côté français, beaucoup plus que du côté allemand. Il ne faut pas oublier non plus les autres acteurs qui sont importants en Europe. Je pense à la Pologne de Donald Tusk ou aux États baltes qui commencent à jouer un rôle de plus en plus important dans la construction européenne. Et évidemment, leur proximité avec la Russie font qu'ils ont envie de s'engager et d'avoir du leadership aussi. Donc il faut aussi compter sur eux. Bon. Alors, toujours le verre à moitié plein, ça fait plaisir quand même. On a besoin d'optimisme. Je vais vous laisser conclure. Je vais laisser la parole aux experts pour conclure. Pascal Joannin, comment vous voyez l'Europe dans les quelques mois qui viennent ? Au pied du mur, est capable de rebondir, parce que c'est toujours dans les crises. Finalement, cette Europe que Robert Schuman a mise en place en 1950, on arrive à la peut-être 4e génération. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Alors, on a eu l'ère avec la chute du mur de Berlin, l'élargissement, la coupure, etc. Il y a une nouvelle ère. On doit pouvoir être en mesure de défendre nos intérêts. Puisque finalement, ce que dit Donald Trump, c'est « Make America Great Again », c'est mon intérêt d'abord. On ne partage plus les mêmes intérêts. On peut partager les mêmes valeurs, mais on ne partage plus les mêmes intérêts. Donc, c'est à nous, la balle est dans notre camp. Soit on est capable, en effet, de faire quelque chose ensemble. On l'a prouvé par le passé. On a des outils. À nous, il y a la volonté politique. Bien entendu, il y a la grande question qui se pose, et vous aurez le mot de la fin, c'est qui ? Il y a un énorme problème de leadership. C'est un vrai problème parce que le couple franco-allemand est nécessaire pour avoir un accord européen. Certes, mais qui peut incarner cette ambition ? Écoutez, on n'a pas l'impression d'un homme ou d'une femme. Voilà, aujourd'hui, nous avons l'impression d'une rapidement, pour terminer, rapidement. Non, mais je dirais pour la construction, parce que je n'imagine pas un seul instant faire l'Europe avec l'extrême droite ou Mme Meloni. C'est pour moi tout à fait impossible au regard de ce qu'ont fait les pères fondateurs. Par conséquent, il faut trouver des grands pays. Et aujourd'hui, la France, pourquoi pas ? L'Allemagne, oui, mais ce sont deux pays fragilisés par une situation politique extrêmement délicate. Et pour l'instant, effectivement, c'est quand même somme toute assez délicat. Eh bien, j'espère que vous reviendrez, parce que c'était passionnant de vous écouter, malgré la dureté des temps. Merci à vous. On va accueillir à présent une jeune fille de presque 15 ans, avec son père en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Il publie « Noémie est en vie » chez Robert Laffont. C'est un récit intime, c'est un récit glaçant aussi, écrit à 3 voix. Le père, Gérard, la mère, Marie-Frédérique et Noémie Egenès, qui nous plongent dans le tourbillon infernal du harcèlement. Regardez l'invitation de Marco Pommier. Ils nous rejoignent juste après. Si on vous invite, Noémie et Gérard Egenès, c'est pour nous raconter un calvaire. Celui de votre famille, confrontée à l'enfer du harcèlement scolaire. Un récit à 3 voix, à commencer par la vôtre, Noémie. Cible d'une rumeur circulant dans les couloirs du collège à propos d'une vidéo montrant une jeune fille nue. Votre nom y est associé, à tort, et les insultes fusent. Le début d'une spirale infernale, condamnée à croiser vos bourreaux chaque jour qui vivent en toute impunité, de plus en plus isolés, épuisés mentalement. Seul moyen de sortir du cauchemar, dormir toujours plus. Vous commencez à déserter le collège, votre corps vous lâche, mal au dos, au ventre, 5 kilos de perdu. Alerte rouge, vous abandonnez votre passion, le cheval, jusqu'à cette phrase qui terrifie votre mère. Elle m'a dit sur un ton très doux « Je veux juste que tout s'arrête ». Quand vous êtes maman et que votre fille se trouve dans un tel état de détresse, vous ne pouvez imaginer qu'un seul sens, le pire. Marie-Frédérique et vous, Gérard, êtes désemparés face à l'immobilisme de la principale du collège, incapable de sanctionner les coupables, face aux dysfonctionnements multiples. Le 3018, ce numéro spécial réservé au cas de harcèlement qui ne rappellera jamais, délaissé malgré une plainte déposée à la gendarmerie, une véritable épreuve. Cela fait partie des moments de notre vie où la réalité est distanciée, où l'on a l'impression d'être hors sol. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Une décision s'impose, changer Noémie d'établissement, la double peine, et la machine du harcèlement ne s'arrêtera pas. D'un collège à l'autre, les rumeurs vous suivent. Est-ce que c'est vrai que tu baisais avec plein de mecs dans l'autre collège ? Aujourd'hui, Noémie, vous êtes en seconde, loin de vos camarades toxiques. Le début peut-être
d'une reconstruction. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous sur LCP. Et bonsoir Gérard Regenès. Bonsoir. Merci également d'être là. C'est pas évident quand même de voir un sujet comme ça. Alors on s'accroche. C'est pas facile, mais qui a convaincu qui d'écrire ce livre, de raconter ça, de raconter son histoire publiquement? En premier, mon père, qui est de base un écrivain. Donc il a eu cette idée dans mes moments les plus bas. Et il m'en a directement parlé et proposé cette idée d'écrire ce livre. Et vous, Gérard, comment est né ce projet? Il fallait coucher sur le papier ce que vous avez traversé? C'était, oui. Alors, la première fois que j'en ai parlé à Noémie, c'était encore une illusion, ce livre. Parce que Noémie était au plus bas de sa dépression. Et on communiquait pratiquement plus avec elle parce qu'elle ne nous entendait plus. Elle était plongée dans son calvaire. Et je me suis dit que lui proposer ce livre, c'est-à-dire un projet d'avenir, c'était une façon de la maintenir en vie, parce que nous craignions pour sa vie à cette époque-là. Une manière de la maintenir en vie, de lui donner un espoir, non pas de, si c'était possible, si on se sortait de tout ça, non pas de se venger, parce qu'il n'est pas question de vengeance, mais au moins pour elle, de prendre une petite revanche, parce qu'elle a été tellement salie et humiliée qu'il fallait qu'on lui rende sa fierté. Il vous convient ce mot de revanche, Noémie? Je pense que oui, parce qu'une vengeance, on ne peut pas se venger. Mais une revanche personnelle, je suis d'accord, parce que je pense que ce livre m'a beaucoup aidée et va par la suite beaucoup m'aider. Il sort aujourd'hui. Ça libère aussi de quelque chose? Vous le sentez déjà? Oui, ça fait assez spécial quand même de savoir qu'un livre sur moi-même sort. Mais ça m'a beaucoup aidée et ça va beaucoup m'aider. C'est un livre à 3 voix, ça fait son originalité et sa sincérité, sa force aussi. Il y a la mère, il y a le père et il y a la fille qui parle chapitre après chapitre. C'est un livre qui s'ouvre sur une scène édifiante, une matinée de grisaille, et on est début mars 2024. Vous êtes tous les 3 avec votre mère Noémie au volant de la vieille Clio familiale, en route vers le nouveau collège, puisqu'il a fallu, contrainte et forcée, changer de collège. Et là, je ne sais pas si c'est le sort qui s'acharne, mais vous allez devoir, le premier jour, alors que c'est quand même le début de la fin du calvaire, être confronté à voir cela. Racontez-nous. Noémie? Mon premier le théâtre, la pièce de théâtre? Le théâtre, du coup déjà, j'y vais comme une nouvelle élève, donc je suis assez seule. Mais je pense que ça peut être pas mal de commencer par une sortie avec sa classe. Mais elle aurait été beaucoup mieux si j'aurais pas eu à voir toutes les personnes de mon ancien collège. Parce que du coup, c'était une pièce de théâtre où les 2 collèges de la ville étaient réunis. Donc, et les élèves de 3e qui vous avaient harcelé. C'était assez spécial. C'est quand même incroyable. Hein. Oui, c'est incroyable. Conséquences malicieuses, vous appelez ça dans le livre. Oui, mais je l'écris dans le livre. Alors, je ne crois pas du tout au hasard, mais à des forces qui nous guident comme ça. Elles doivent nous amener quelque part. Elles le savent, nous, on ne sait pas. Mais effectivement, sa première matinée, elle se retrouve confrontée à tous ces anciens condisciples du collège qu'elle vient de quitter, dont ces harceleurs, et qui sont eux-mêmes un peu surpris, d'ailleurs, hein, je crois, pour beaucoup, parce qu'ils ne le savaient pas. C'était la première matinée d'après les vacances qu'elle avait changé de collège. Donc du coup, elle se retrouve sous tous les regards des élèves de son nouveau collège et les regards des élèves de son ancien collège. Oui. Et c'est un moment extrêmement compliqué. Oui. Et cette scène inaugurale, elle permet de mieux comprendre la hantise de les revoir, la hantise qui vous accompagne pratiquement tout le temps. Le harcèlement, il commence dès la 6e. Vous êtes accusé à tort par une amie. En fait, ce n'est pas du tout une amie, hein, en 6e. Après, c'est l'enfer de la 3e. Je vais un peu vite. Hein. En début d'année, il y a cette vidéo, on le voyait dans le sujet, une femme nue. Ça n'est évidemment pas vous, mais il y a celui que vous nommez Arthur, Gérard Regenès, dans ce livre, qui va diffuser cette vidéo. Le poison de la rumeur se diffuse et vous êtes sali. Vous êtes d'abord terriblement gêné. Vous vous tournez vers qui au tout début? Parce que ce n'est pas tout de suite vers les parents que vous allez. Alors, du coup, non, au début, je ne me tourne absolument pas par mes parents parce que... C'était pas possible de le faire? C'est compliqué et je pense encore aujourd'hui que si quelqu'un ne m'aurait pas aidé, j'en aurais jamais parlé à mes parents. Parce que, comme vous le dites, il y a un sentiment de gêne, de honte, etc. De honte aussi? Et oui, totalement. Et du coup,
une des premières personnes informées, du coup, ça a été mon amie, qui a elle-même aussi été harcelée. Donc, Celle qu'on appelle Alice ? Oui, du coup, on essayait de se battre toutes les deux. Et la CPE a très vite été mise au courant. Voilà, alors c'est vrai qu'elle fait le boulot. Il y a une surveillante qui repère votre détresse et la CPE qui va vous conduire à appeler le 3018. Ça, c'est quand même assez aussi édifiant. Parce qu'encore aujourd'hui, j'entendais en cette journée nationale vanter les mérites de ce numéro. Gérard, il n'a pas été utile, il n'a servi à rien. Oui, voilà. Alors, il faut faire très attention. Je ne voudrais pas que notre cas particulier soit confondu avec le cas général. C'est-à-dire que dans le harcèlement de Noémie, rien de ce qui aurait dû être fait n'a été fait par les gens qui avaient pouvoir d'agir. Évidemment, la CPE, elle n'a pas de pouvoir. Une proviseure, une responsable d'établissement, elle a un pouvoir. À l'académie, il y a des gens qui ont du pouvoir. Au rectorat, il y a des gens qui ont du pouvoir. Mais donc, on s'est retrouvé face à une situation complètement bloquée, c'est-à-dire de voir Noémie plonger. Et en face, on avait, dans toute sa splendeur, le pas de vague. Le célèbre pas de vague. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Tout a été fait à l'envers du début à la fin. Alors, le 30-18 n'est pas véritablement une aide, et les autres parents d'élèves non plus. Non, alors les autres parents, ils sont au courant ou pas au courant. Pour nous c'est difficile, on n'avait pas de contact avec les autres parents. Ce qui est sûr, en revanche, le 30-18, on l'a tout de suite fait. Noémie l'a fait. Et puis plus rien. Dans toutes les directives qu'ont les gens du 30-18, il faut, dans les 48 heures, alerter l'académie. Quand une proviseure, une principale d'établissement, de collège, apprend un cas avéré, bien sûr, de harcèlement, elle doit, dans les 48 heures, prévenir l'académie. Gérard, vous n'avez rien vu venir, honnêtement ? Il y a aussi ces très jolies pages dans ce livre où vous dites qu'au fond, depuis longtemps, depuis des années, votre fille vous met un peu à distance, elle parle davantage avec sa maman. Vous tombez des nues quand vous comprenez ce qui se passe ? Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est pas à nous que ça arrive, c'est une histoire qu'on lit dans le journal. Et en fait, c'est votre propre histoire. Bien sûr, avec Noémie, voilà, faut le dire, entre Noémie et moi, ça a toujours été un petit peu compliqué. La relation, elle a un caractère très fort. Et moi, je suis un vieux papa. Déjà. Vous voyez, nous avons 58 ans d'écart, imaginez-vous. Mais ce n'est pas comme au XIIIe ou au XIVe siècle, 58 ans d'écart. Vous voyez d'où je viens ? Je viens du milieu du XXe siècle. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, on n'est pas du même monde. Et toute petite, déjà au début de l'école primaire, les élèves qui étaient avec elle, se moquaient un petit peu d'elle parce qu'au début, ils pensaient que c'était son papy qui venait la chercher. Vous le racontez avec beaucoup de sincérité. Mais on sent que ce texte vous a beaucoup rapproché, non ? Bien sûr. Noémie, il faut expliquer aussi la plainte. Parce que c'est intéressant de voir qu'à aucun moment vous n'avez hésité à dénoncer. Vous étiez d'accord tout de suite pour aller porter plainte. C'était une épreuve d'aller à la gendarmerie. Vous y êtes allés d'ailleurs tous les deux, sans avoir forcément les mêmes éléments. Non. Comment ça s'est passé ? Alors, du coup, il faut savoir que quand mon père m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, parce que on était donc au début de l'histoire, mais je trouvais ça déjà important. Et c'était pour moi une sorte de... Une manière de dire, ça n'est pas bien ce qui se passe. Et surtout me dire que j'en parle. Exactement, et me dire que j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux, c'est-à-dire porter plainte. Mais malgré la plainte, et donc l'enquête qui va commencer à s'ouvrir, eh bien rien ne se passe. Et la principale de collège a bien du mal à sanctionner les coupables. Et là, c'est le début de la descente aux enfers. Bien sûr, elle a plus que du mal. Je saute quelques étapes. L'année scolaire s'est terminée avec changement d'établissement pour Noémie, qui a été bien sûr rattrapée par la rumeur dans ce nouvel établissement, et aucune sanction contre les harceleurs qui sont totalement identifiés, puisque lorsqu'on a déposé plainte, et on était au mois de décembre 2023, nous avons déposé des plaintes nominatives, car nous avions les noms. Donc, tout le monde les connaissait, ces noms et ces élèves. Or, ils ont terminé l'année sans jamais être sanctionnés. C'est exactement ça le pas de vague, parce que des sanctions, ça oblige à en référer à l'échelon supérieur. Et donc, moins on en parle, et mieux c'est pour certains responsables d'établissement, pas pour tous évidemment. C'est le plus dur à vivre, de voir, Noémie, que les sanctions ne tombent pas. Comment vous avez traversé tout ça, vous ? C'était compliqué. Après, moi, la sanction,
j'aurais pas voulu qu'elle tombe juste pour dire qu'ils sont sanctionnés, mais vraiment juste pour moi, envers moi, qu'on comprenne que c'est pas normal, qu'ils n'ont pas à faire ça. Donc pour moi, les sanctions, elles étaient plutôt là pour moi me rassurer et me dire « Ok, on m'écoute, on me croit, on m'aide et on fait ce qu'on peut pour éviter ce harcèlement », mais ce qui n'a pas été le cas. Donc j'avais vraiment l'impression d'être laissée dans le vide et être laissée face à moi-même dans ces histoires. Ça veut dire quoi, être laissée face à soi-même? Vous avez cette phrase qui crée une forme de panique auprès de vos parents. Je veux juste que tout s'arrête. Vous dormez beaucoup, vous désertez le collège? Du coup, pour moi, le sommeil est une forme d'oubli total parce que c'est les seuls moments où je ne vis pas ce que je vis au collège. Et du coup, je dors tout le temps, je ne me nourris plus parce que je n'avais pas la force, je ne sortais pas de ma chambre, je faisais rien. Et c'était vraiment pour me renfermer sur moi-même et essayer d'oublier le plus possible. Vous avez pensé au pire? Penser à le faire, non, mais y penser, malheureusement, on y pense parce que quand on y réfléchit, on trouve que cette solution pour mettre fin à tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, c'est le lycée. Après ce collège, d'ailleurs, c'est toujours comme ça, la double peine. C'est la victime qui part, et souvent à 4 km, parce que c'est évidemment beaucoup plus simple pour ceux qui restent. Il y a des lois qui ont été mises en place, ici même à l'Assemblée nationale. Elles ont été votées, ces propositions de loi. Normalement, il y a un travail sur les réseaux sociaux. Dans le cas de Noémie, il y a beaucoup cette application de Snapchat, où les auteurs des messages disparaissent. Et puis Instagram, normalement, les coupables, on leur sanctionne leur téléphone portable. Rien de tout cela. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement comme le papa de Noémie après tout ça? Alors, ce qu'on attend, c'est que ce livre serve à quelque chose et que le calvaire de Noémie n'ait pas servi à rien. Si vous voulez, les statistiques disent, même si c'est assez flou parce que c'est pas un sondage, que 700 000 élèves par an sont harcelés, à des titres divers et variés, vous imaginez bien. 700 000, ça veut donc dire 1 400 000 par an. Donc, il y a déjà les gens qui ont vécu ça. En face, il y a des harceleurs. C'est un phénomène de meute, de bande. Et donc, il y a 5-6 personnes au moins à chaque fois. 5-6 personnes par rapport à 700 000 harcelés, on est quand même à 7 millions de parents de harceleurs en France, de CM1 ou CE2 jusqu'à la terminale. Mais ce n'est pas facile non plus d'être parent de harceleurs. Et à un moment, quand on est sorti... Vous rencontrez oui, les parents d'Arthur. Oui, mais là, j'ai été amené à rencontrer la mère d'un harceleur à la demande de la principale du collège, qui ne demandait jamais des nouvelles de Noémie, d'ailleurs, quand on la voyait. On la voyait assez rarement. De toute façon, elle ne nous a jamais téléphoné pour parler de cette affaire. Et avec en permanence ce soupçon de savoir si oui ou non c'est Noémie sur cette vidéo, ce qui rend insupportable encore plus. Et donc cette personne croyait encore, cette mère d'élève, que c'était Noémie sur la vidéo, vous voyez. Ma dernière question, elle est pour vous, Noémie. Le titre, c'est « Noémie est en vie ». Est-ce qu'elle va bien aujourd'hui? Alors, forcément, je vais beaucoup mieux. Si on parle de quand j'étais au plus bas, je ne pense pas que je pouvais l'être encore plus. Je ne pouvais pas aller plus mal que ce que j'étais déjà. Mais aujourd'hui, forcément, ça va mieux parce que je ne les croise plus en ville. Mais bon, ça, on ne peut rien y faire. On habite dans la même ville, mais je ne les croise plus dans un cadre scolaire. Et je ne me fais plus embêter directement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu dans cette émission. Noémie est en vie, c'est-à-dire aux éditions Robert Laffont, une famille dans l'enfer du harcèlement scolaire. Allez, on va terminer avec la question qui fâche. Elle concerne notre ancien ministre de l'économie. Je vous laisse la découvrir avant d'accueillir nos chroniqueurs. Pourquoi la France se retrouve-t-elle avec un déficit historique? Au banc des accusés, l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en poste pendant 7 ans jusqu'en septembre dernier. En 2024, le déficit atteint 6,1% du PIB, loin devant les 4,4% prévus dans le budget voté fin 2023. Ce matin, Bruno Le Maire est passé sur le grill des sénateurs. Il renvoie la balle à l'actuel gouvernement. Quand on me dit que le déficit pour 2024 sera à 6,1%, c'est le choix du gouvernement actuel. Je vous apporterai toutes les preuves que nous pouvions avoir en 2024
avec des mesures de redressement plus vigoureuses, un déficit autour de 5,5%. Bruno Le Maire estime avoir fait le nécessaire en coupant 10 milliards d'euros de dépenses dès fin février 2024 et en gelant 17 milliards de crédits cet été. Le problème, c'est que les recettes sont bien inférieures aux prévisions. L'ancien ministre de l'économie reconnaît une erreur, mais se défend de tout mensonge. Comme chef de cette administration des finances, j'endosse toutes les responsabilités de mes services. Mais il n'y a eu ni faute, ni dissimulation, ni volonté de tromperie. Il y a eu fondamentalement une grave erreur technique d'évaluation des recettes dont nous payons le prix. Bruno Le Maire n'a pas totalement convaincu ni les sénateurs ni certains députés. Quand il dit qu'il y a eu une erreur technique d'appréciation, oui, enfin, le responsable c'est lui. Par contre, sur l'idée que ça ne peut pas être lui le lampiste et celui qui prend toutes les causes et les responsabilités de ce qui est arrivé, oui, mais ça fait longtemps que je le considère. Bruno Le Maire devra aussi s'expliquer devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale début décembre. Demain, les sénateurs, eux, interrogent l'ancien Premier ministre, Gabriel Attal, et sa prédécesseur, Elisabeth Borne. La question qui fâche, la voici. Bruno Le Maire est-il un bouc émissaire ? La question qui fâche, signée Stéphanie Despierres et deux chroniqueuses ce soir, deux journalistes économiques de talent pour répondre à cette question. Fanny Guinochet, bonsoir, de la Tribune et de France Info, et Julie Ruiz-Pérez, qu'on accueille avec plaisir, bonsoir, journaliste éco au Figaro. Bouc émissaire facile, Bruno Le Maire ? Oui, quelque part, bon, forcément, on se tourne vers lui. En plus, il a quitté le ministère, donc c'est plus facile de s'attaquer à quelqu'un qui est hors champ politique aujourd'hui que s'il était encore aux manettes. Il faut trouver un coupable, il faut trouver un responsable, parce que c'est vrai que ça a été un choc, un trauma, cette erreur. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Enfin bref, en tout cas, ce différentiel concernant le déficit, et puis ça a des grosses conséquences, puisque c'est ni plus ni moins à cause de ce différentiel de prévision qu'on se retrouve à avoir un budget et à demander des efforts aux Français. Mais pour bien comprendre, pour ceux qui nous regardent, ce différentiel, on perd peut-être 4-1 et on se retrouve à 4-4 et on se retrouve à 6-1. C'est quand même pas rien. C'est uniquement lié à cette mauvaise estimation des recettes fiscales, des erreurs techniques à Bercy ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les recettes fiscales, il y a le contexte économique, la conjoncture qui s'est retournée. Donc, quand on regarde, quand on écoute Bruno Le Maire, il détaille bien. Après, le sujet, moi, ce qui m'a étonné dans l'audition ce matin, cette audition, c'est erreur technique. Quelque chose qui n'est jamais apparu. La technique, alors on peut se dire que la technique, elle a bon dos, et en tout cas, ça crée une surprise et une attente, et on se dit que quelque part, c'est un peu court, parce que les services du ministère de l'économie ont toujours été réputés en France comme extrêmement solides, extrêmement bons. Marc Ferracci, je me souviens, il y a quelques semaines, a parlé... Le ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie a aussi évoqué une erreur, ou en tout cas revoir les logiciels. Donc, on peut aussi se dire que s'il y a erreur technique, ça veut dire que nos logiciels ne sont pas bons, et c'est quelque part assez inquiétant, parce qu'on continue à tourner aujourd'hui. Enfin, nos polytechniciens de Bercy... On va les faire de la même façon. Bon, alors, Julie Ruiz-Pérez, convaincue par Bruno Le Maire ou pas ? Moi, je voudrais aussi rebondir sur ce que disait Fanny. C'est d'autant plus que ça a été 2 années de suite. Parce qu'on parle maintenant du déficit 2024, parce que c'est celui qui est à l'ordre du jour, mais en 2023, on a eu exactement les mêmes causes, c'est-à-dire un dérapage du déficit, avec... Nous a-t-on dit aussi les mêmes justifications, c'est-à-dire il y a eu un dérapage sur les recettes, et à l'époque, d'ailleurs les sénateurs l'ont rappelé ce matin, on nous avait dit non mais c'est une erreur, mais c'est à cause du Covid, ça ne se reproduira pas, c'était une tempête inédite, mais cette fois-ci on a fait attention. Parce que là on part quand même de 40 milliards, hein, c'est ça ? Même plus 50. On est à près de 50 milliards, ça fait cher l'erreur quand même, technique. Voilà. Exactement, et ça s'est reproduit effectivement 2 fois. Donc la question, la première fois, on peut dire, voilà, il y a eu effectivement le Covid qui a perturbé les modèles. Ça a été aussi le cas chez nos voisins. 2 années. Donc il y avait eu des alertes du Trésor à Bercy, et donc on aurait peut-être pu corriger avant. Le PLFR, nos téléspectateurs ils connaissent. Mais voilà, le projet de finances rectificative. Le projet de loi de finances rectificative. Donc Bruno Le Maire explique qu'il a eu connaissance de cette erreur, donc 2 fois de suite, et qu'il a dit il faut rectifier le tir assez vite. Donc il ne l'a pas eu, ça, ce budget rectificatif
effectivement, Bruno Le il a Maire. demandé Il l'a un réclamé. budget rectificatif, un fameux PLR. Et là, on lui a dit, et là, c'est une réponse politique. Et effectivement, là, on comprend que ça interroge les parlementaires, la démocratie. Et il dit, je suis allé du côté de Matignon, du côté de l'Élysée, et on m'a dit, surtout, ça n'est pas le moment d'en parler. Alors, on allait rentrer parce que c'était début d'année dernière, enfin cette année. Donc, on avait la campagne des européennes qui se profilait. Ça n'était pas le moment d'inquiéter les Français face à une erreur, ou en tout cas un différentiel qui aurait nécessité de prendre des mesures beaucoup plus tôt. Et puis, en fait, après, le temps a passé. Et c'est vrai que quand on écoute Bruno Le Maire, il dit qu'il sait, c'est peut-être là son tort, il s'est retourné vers Matignon, vers l'Élysée, pour dire, écoutez, j'ai un constat qui n'est pas le même, il y a une petite... Là, l'administration nous alerte. Mais il ne s'est pas retourné vers les parlementaires. Il n'en a pas parlé. Ça, c'est vrai que... Il aurait fallu rendre public ce différentiel beaucoup plus tôt. Est-ce que c'est bon pour sa défense de dire au fond, j'ai plaidé pour corriger le budget, c'est pas de ma faute, c'est politique, les élections, Matignon, Élysée? La grande scénaristique autour de la modification du budget, donc du PLFR, qui est une rhétorique que Bruno Le Maire met beaucoup en scène depuis un petit peu avant son départ à Bercy, en disant « Mais moi, pour les finances publiques, je voulais faire un PLFR et... » Il ne le dit pas comme ça, mais en gros, l'Élysée n'a pas voulu, pour le dire un petit peu rapidement. Et donc, ce n'est pas de ma faute. Il ne dit pas encore que c'est de la faute de l'Élysée, mais quasiment. Le problème de Bruno Le Maire, c'est un petit peu la question Chevènement, ce ministre connu qui disait « Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ». Et donc, dans la mesure où Bruno Le Maire, effectivement, je le crois quand il dit qu'il a demandé un PLFR et il se l'est vu refuser. Donc le fait qu'il se soit maintenu, le fait qu'il soit resté, le rend aussi suspect. Quelque part suspect. En tout cas, il a souscrit. Le rend en tout cas solidaire de la décision. Complice de la décision, en tout cas solidaire. De l'Élysée ou de Matignon de ne pas faire ce PLFR. Alors lui, il dit pour sa défense quand même que c'est pas parce qu'il y avait une alerte, c'est pas parce qu'on lui refuse un arbitrage qu'il faut à la démission. Est-ce que cet arbitrage était suffisamment important? On parle de 50 milliards d'euros. La question est ouverte. Certains diront c'est quand même énorme, et puis d'autres diront oui, effectivement, c'était une décision parmi d'autres au bout de 7 ans d'années à Bercy. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour le prochain budget, là, qu'on est en train que les parlementaires sont en train d'examiner, ça pose la question, parce qu'on ne pourra pas nous refaire le coup une troisième fois de mauvaises prévisions. Ah, ça, c'est sûr. Certains parlent, comme Pierre Moscovici, ancien ministre des Finances, aujourd'hui président de la Cour des comptes, est-ce qu'il ne faudrait pas une autorité indépendante qui regarde ce budget? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de transparence? Est-ce qu'il faut revoir la technicité que l'on pensait et la nature de la croissance, si elle est très forte en exportation ou pas? Ce sont autant de sujets qui s'ouvrent. On s'arrête là. Merci à toutes les deux. Pas sûr que Bruno Le Maire vous prenne comme son avocate. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée documentaire sur LCP. À demain, même lieu, même heure.